Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Donc, le thème de mon intervention est la sécurité du cloud public. Donc, est-ce que le cloud public peut être considéré comme une solution pour protéger ses données? Donc, c'est une question qui est vaste et qui est controversée, et je n'ai pas la prétention de donner la réponse ultime à cela, mais je vais essayer d'apporter ma réflexion, mon retour d'expérience, et essayer de vous donner des billes pour traiter cette question qui est dans la tête de plusieurs décideurs aujourd'hui. Alors, je commence par me présenter. Alors, je m'appelle Giuliano Ippoliti, je travaille chez Cloud Temple. Donc, j'ai une double casquette chez Cloud Temple. Je suis RSSI, et c'est avec cette casquette que je vous parle aujourd'hui. Et je suis directeur de l'agence de Tours où j'habite. Cloud Temple est un hébergeur et fournisseur de services cloud. Et nous sommes en cours d'obtenir la qualification Secnum Cloud de l'ANSSI, ça j'y reviendrai. J'ai en parallèle une carrière de formateur. Donc, je suis instructeur officiel pour l'ISC2, qui est l'organisme qui délivre les certifications CISSP et CCSP, pour lesquelles je suis formateur. Et j'essaye de me cultiver régulièrement, de garder à jour mes compétences en passant des certifications. Donc, je me suis surtout focalisé sur la sécurité du cloud public, principalement AWS, Azure et Kubernetes. Je vais être honnête, avec mes responsabilités au jour le jour, je ne peux pas trop mettre les mains dans le cambouis au quotidien, donc c'est un travail que je fais sur mon temps personnel, celui de viser des certifications et de me cultiver là-dessus. Les certifications Kubernetes, je les ai trouvées particulièrement sympathiques parce que l'examen est hands-on, donc ça m'a rappelé mon passé d'ingénieur système et réseau, voilà, par lequel j'ai commencé ma carrière. Alors, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, alors qu'est-ce que c'est le cloud public? Le cloud public, on va dire, c'est l'ensemble de services de calcul offerts par des fournisseurs, donc sur l'Internet public, est disponible pour n'importe qui. Donc il suffit de faire chauffer sa carte bancaire et en quelques clics, on peut provisionner des infrastructures. Donc ça, en opposition avec le cloud privé où il faut rentrer avec une phase de contractualisation plus ou moins poussée. On va se focaliser sur les hyperscalers américains, donc concrètement AWS, Azure, donc Microsoft, Google Cloud, qui à eux trois concentrent plus de 60% de parts de marché, et ce sont eux qui cristallisent en tout cas la plupart des débats autour de la sécurité. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces fournisseurs de cloud public pour sécuriser ces données? Alors, moi en tant que RSSI, je ne vous le cache pas, je suis tiraillé entre deux mondes. Donc le monde du cloud privé, où il est question de souveraineté numérique, Secnum Cloud, donc comme je vous le disais, mon entreprise Cloud Temple est dans la dernière ligne droite pour obtenir la qualification IaaS, après Outscale, OVH et Worldline tout récemment. Avec le cloud privé, on a un sentiment beaucoup plus fort de maîtrise de ces données. On peut plus facilement justifier d'une conformité par rapport au RGPD. Donc voilà, une partie de moi penche évidemment vers cette notion de cloud privé. Mais d'un autre côté, la plupart de nos clients, en tout cas je pense que la plupart des entreprises même, est intéressée par la puissance offerte par le cloud public. Donc, en tant que RSSI, je me dois de ne pas négliger cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'un point de vue sécurité, tout ce que le cloud public offre comme fonctionnalité. Donc on peut parler de security as a service. On a un grand nombre de services managés autour de la sécurité. Les hyperscalers, je ne vais pas vous l'apprendre, investissent 2 milliards là-dessus. La gestion en infra as code, c'est du bonheur d'un point de vue sécurité. On
on évite toutes les zones d'ombre dans des SI, donc les zones dans lesquelles les vulnérabilités souvent se concentrent. On peut parvenir à une notion de software-defined security. On gère la sécurité à travers du code, donc dans la continuité de l'infra as code. Et le cloud public, ce qui est très attirant pour les responsables de sécurité, offre des possibilités d'automatisation très poussées. Donc voilà. En étant tiraillé entre ces deux univers, étant dans une situation qui est relativement inconfortable, quand on me pose la question, on va dire, je reviens aux fondamentaux. Donc dans le monde de la cybersécurité, les fondamentaux sont les 3 critères de sécurité: disponibilité, intégrité, confidentialité, agrémentés d'une couche de gestion de risque. Donc, dans toute situation, un responsable de sécurité se doit d'évaluer ces critères. Donc, essayons d'appliquer ça au cloud public. Alors, pour ce qui concerne la disponibilité, donc la disponibilité, c'est quelque chose qu'on n'associe pas forcément d'emblée à la sécurité. On considère que ça relève plus de la prod, de l'infra, etc. Pourtant, c'est une propriété hyper importante. Imaginez par exemple dans le monde médical, le fait qu'une application ou qu'un système ne soit pas disponible à un moment donné peut avoir clairement un impact sur des vies humaines. Donc des exemples de violations de disponibilité sont les attaques par déni de service distribués, tout ce qui fait en sorte qu'un site par exemple n'est plus accessible. Donc est-ce que le cloud public permet d'atteindre cette propriété de disponibilité des données? La réponse est sans équivoque oui, un très grand oui. Avec ces infrastructures distribuées dans plusieurs régions du monde, dans plusieurs zones de disponibilité, dans plusieurs data centers, si on respecte les bonnes pratiques d'architecture, on peut parvenir à des systèmes qui sont très hautement disponibles. Donc on peut mettre en place du basculement automatisé, de l'équilibrage de charges. Et ça marche bien sur des applications qui sont faiblement couplées, donc où on peut monter en puissance avec du scaling horizontal par rapport en opposition avec le scaling vertical. Donc pour rappel, le scaling vertical est la pratique qui consiste à booster les ressources des instances en termes de mémoire, de CPU, du dimensionnement. Et le scaling horizontal est plutôt une multiplication d'instances qui ne sont pas eux-mêmes sujettes à cette augmentation de puissance. Donc ça, on peut le faire sur des applications modernes qui sont conçues pour faire cela. L'étape ultime, on va dire, de la mise à l'épreuve de la disponibilité d'infrastructures sur un cloud public est l'ingénierie du chaos. Donc ça, c'est une discipline que je trouve intellectuellement hyper intéressante, qui consiste à générer aléatoirement des pannes dans des systèmes. Et c'est la force des ingénieurs, des architectes, à concevoir des architectures qui résistent à cela sans perturbation sur les services. Donc les précurseurs dans cette discipline-là ont été Netflix avec le Chaos Monkey il y a déjà plusieurs années. Donc la disponibilité, ça ne pose pas de problème a priori. Venons à l'intégrité. Donc l'intégrité est la propriété qui assure que les données ne subissent pas d'altération indue. Donc pas de corruption, pas de changement non maîtrisé. Alors là aussi, le cloud public offre des outils qui sont hyper intéressants pour assurer l'intégrité des informations. Primo, on a des outils de gestion de configuration. Donc, par exemple, la AWS Config ou les Azure Policy permettent d'implémenter au niveau technique des politiques de sécurité théoriques. Donc, on peut appliquer ces politiques aux ressources qu'on a déployées sur un cloud public, avoir des alertes s'il y a des écarts, avoir parfois la possibilité de remédiation automatique de ces non-conformités par rapport aux politiques.
Et cela donc, permet d'arriver à un niveau de maîtrise qu'en tout cas moi j'avais jamais connu auparavant au niveau de cloud privé. Hein. Donc ça donne aussi la possibilité d'avoir des vrais CMDB. Encore une fois, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais avant le cloud public, c'était compliqué de parvenir à de vrais CMDB maîtrisés. Alors, les problèmes d'intégrité sont souvent liés à des défauts au niveau de la gestion des habilitations. Quand il y a quelqu'un qui a trop de droits, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas les compétences pour toucher à quelque chose et qui a quand même les droits d'accès. Et le cloud public, encore une fois, permet de mettre en place une gestion des habilitations vraiment hyper granulaire, avec des rôles, par exemple. On peut respecter autant que possible l'une des règles d'or de la sécurité, qui est le principe du moindre privilège, qui stipule qu'on doit affecter aux personnes seulement le strict minimum en termes de droits. Donc avec l'IAM, Azure AD, ça c'est, voilà, on a une maîtrise qui est hyper intéressante. Pour tout ce qui concerne le stockage des données, notamment le stockage d'objets, encore une fois, il y a des fonctionnalités hyper intéressantes pour l'intégrité. Donc le versionning par exemple, donc en cas de modification malencontreuse, on peut très facilement revenir à une version précédente. La durabilité, donc ça peut s'apparenter d'une certaine façon à la disponibilité. Donc c'est la propriété qui assure qu'on ne perd pas de données. Donc ça grâce au mécanisme de réplication entre plusieurs zones de disponibilité, voire parfois entre différentes régions. L'un des domaines pour lesquels l'intégrité est le plus important sont les bases de données. Encore une fois, il y a des mécanismes dans le cloud public qui permettent de lutter contre les atteintes à l'intégrité des bases de données, dont les snapshots, par exemple, qui permettent de revenir facilement à des états propres, des systèmes d'alerting ou la redondance du stockage. Donc, intégrité, ça ne pose pas a priori un grand problème. Donc, vous me voyez venir, peut-être, c'est sur la confidentialité que le débat se cristallise. Donc, j'ai trouvé cette image qui est... J'ai trouvé assez marrante. On a le petit Français qui s'adresse aux géants américains, qui, d'un ton paternaliste, le rassure sur le fait que oui, même si on garde les données, vous inquiétez pas, on n'y touche pas. Éventuellement, on y jette un coup d'œil de temps en temps, mais voilà, rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Et clairement, la confidentialité est la propriété de sécurité qui est la plus compliquée à assurer quand on fait appel à un fournisseur de cloud public, américain notamment, qui est soumis au Cloud Act. Donc un petit rappel sur le Cloud Act, c'est une loi fédérale qui a été adoptée en 2018, qui permet au gouvernement américain de saisir des données, où qu'elles soient hébergées, hein, même si elles sont hébergées en France par exemple, et si elles sont gérées par un fournisseur cloud américain. Donc cela est clairement en opposition au RGPD, mais le souci du gouvernement américain est de l'ordre de la protection de la sécurité publique nationale, alors que le RGPD a plutôt le souci de la protection des droits individuels des citoyens. Et donc voilà, clairement, le Cloud Act s'appelle au GAFAM, donc je me demande si maintenant il faut plutôt dire GAMA, en fait c'est la keynote de ce matin qui m'a mis la puce à l'oreille. Et donc voilà, sans parler de NSA, etc. Donc comment on adresse ces problèmes potentiels pour la confidentialité? Et avec les risques éventuels, on peut imaginer d'espionnage industriel dans un contexte géopolitique qui pourrait se tendre. Alors, je suis complètement aligné avec l'opinion de quelqu'un qui est plutôt réputé pour lutter contre la surveillance, Edward Snowden, dont je vous conseille vraiment chaudement la biographie, Permanent Record. C'est un excellent ouvrage. Et Snowden, il considère que le chiffrement, donc notamment ce qu'il appelle Zero Knowledge, est le seul moyen pour lutter contre tout type de surveillance. Donc on va s'arrêter un tout petit peu sur ce concept, de chiffrement côté client. Il y a plusieurs façons de le désigner. Donc on parle de client-side encryption,
de Zero Knowledge Encryption, Bring Your Own Encryption. Le concept est un concept hyper simple à comprendre. En fait, au lieu de faire confiance aux fournisseurs cloud pour chiffrer les données, on chiffre d'abord chez soi, côté client, on gère ses propres clés de stockage et on pousse les données sur le cloud seulement après qu'elles aient été chiffrées. Donc ça permet de se protéger par exemple contre les saisies liées au Cloud Act. Donc si le gouvernement américain saisit de données, qu'est-ce qu'il va trouver? Du charabia chiffré qu'il ne va pas pouvoir interpréter. Par contre, donc, on pourrait se dire, ok, super, donc pourquoi on se fait des nœuds au cerveau, on s'interroge sur la sécurité des clouds publics, on n'a qu'à déployer le chiffrement côté client, voilà, nos données sont sécurisées. Alors pourquoi ce n'est pas si répandu qu'en pratique? Parce que ça a des inconvénients. Notamment, ça demande une charge de développement supplémentaire. Donc il faut que les applications qu'on développe gèrent eux-mêmes le chiffrement et le chiffrement des données. Donc donc il faut utiliser des librairies spécifiques. Voilà, c'est plus compliqué. Ça peut demander des investissements au niveau hardware, donc idéalement des HSM, des Hardware Security Modules, qui sont considérés le seul moyen réellement sûr pour gérer des clés de chiffrement. Donc pour vous dire, j'ai travaillé par le passé chez Gemalto. Je me souviens d'une rencontre que j'avais eue avec Visa à Londres. On essayait de défendre une solution de chiffrement de données software. Et Visa nous ont dit, c'est même pas la peine, tout ce qui est clé de chiffrement software, pour nous, c'est des clés compromises. Okay, donc ça peut aller loin. Donc, pour faire ça vraiment bien, il faut des HSM. Après, il y a des constructeurs, hein, il y a Thales, il y a Worldline, Atos, qui produisent ça, mais c'est un investissement, ça a un coût. Et après, je dirais, le dernier inconvénient, c'est que ce n'est pas trop dans la philosophie du cloud public déjà le chiffrement côté client. Parce qu'on se prive de la puissance de calcul du cloud public. Donc on doit faire le heavy lifting, comme on dit parfois dans la littérature, en local. Si on prend l'exemple d'une simple recherche de fichiers, est-ce qu'on peut faire sur Google Drive, mettons? On tape un mot-clé et le moteur cherche dans les fichiers. Si on fait du chiffrement côté client, ça c'est impossible côté serveur, parce qu'encore une fois, le serveur cloud, il voit que du charabia, donc il ne peut pas faire de la recherche. Alors il y a des techniques qui permettent de faire de la recherche directement sur les informations chiffrées avec un système d'indexation, mais c'est assez balbutiement, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est encore répandu. Donc voilà ce qu'il en est pour le chiffrement côté client. Donc on a vu disponibilité, intégrité, confidentialité. Donc face à ça, la question de l'adoption du cloud public revient à une question de gestion du risque. Donc on fait un petit pas en arrière. Pour gérer le risque en termes de sécurité de l'information, il faut adopter une méthodologie. Donc la méthodologie la plus connue en France, c'est probablement EBIOS Risk Manager, hein, qui est promue par l'ANSSI. Il y a ISO 27005 qui est une norme internationale. Et en tout cas, tout ce que ces méthodologies poussent à faire, c'est à formaliser un certain nombre de menaces, de vulnérabilités, de scénarios. Dans les scénarios, on a des menaces qui exploitent des vulnérabilités et ce qui donne des conséquences pour une entreprise. Des conséquences en termes financiers, en termes business, en termes d'image, en termes juridiques. Et on obtient une liste de scénarios redoutés. Alors, c'est à qui ensuite de décider ce qu'on fait de ces risques? Est-ce que c'est au RSSI? Non. Donc le RSSI a déjà pas mal de responsabilités, mais il n'a pas celle de décider ce qu'on fait face à un risque. Donc cette décision-là revient à la direction générale d'une entreprise, donc au patron. Le RSSI, il doit les mettre en condition de faire un choix éclairé. Et quand il s'agit de gérer un risque pour sécurité, il y a 4 choix possibles. Il y a le maintien ou acceptation, qui consiste à dire « Ok, je connais ce qui pourrait mal passer, mais je décide d'y aller quand même parce que
mon rapport bénéfice-risque est favorable. Pour traiter le risque, je devrais dépenser plus que j'ai risque d'endurer comme perte financière si le risque se matérialise. Donc ça, c'est un choix légitime, hein, l'acceptation du risque. Par contre, il faut le faire en connaissance de cause. Il faut que ce soit une décision formalisée et validée. Donc il ne faut pas faire l'autruche à ce niveau-là. Le refus du risque, donc c'est le contraire de l'acceptation. En fait, par exemple, si une analyse de risque met en lumière un problème lié à la confidentialité de données sur le cloud public, un décideur peut très bien dire « je ne veux pas accepter ce risque-là, je me tourne vers un cloud privé », par exemple. Là, j'ai entièrement refusé le risque. La réduction, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Hein. Donc c'est le fait d'y aller quand même, mais essayer de réduire l'impact de l'événement redouté. Donc en l'occurrence, quand j'ai parlé de client-side encryption, chiffrement côté client, ça peut être un outil pour faire baisser ces risques. Donc ça peut être une décision légitime d'aller sur le cloud public en déployant du chiffrement côté client, au moins pour les informations les plus sensibles. Là, il ne faut pas le faire pour toute information, il faut le faire, à mon sens, pour les informations dont le dévoilement pourrait porter atteinte vraiment à la survie de l'entreprise. Et le dernier choix, c'est le choix du partage. Donc le choix du partage du risque, concrètement, relève à faire appel à une assurance cyber ou un fournisseur de services managés autour du cloud. Petit aparté, les assurances cyber sont de plus en plus chères, sans retour d'expérience, et mettent la barre de plus en plus haute en termes de niveau de maturité imposé à l'assuré. Donc voilà pour la gestion du risque. Donc mettons-nous maintenant dans le cas d'une acceptation du risque du cloud public. Donc on va dire que cela clôture la première partie du talk. Supposons qu'on est dans un cas où les décideurs ont validé le fait qu'on peut mettre des choses sur le cloud public. Donc comment on fait maintenant pour sécuriser tout ça? Alors, je pourrais en parler pendant un bon moment, mais les deux critères fondamentaux que je peux vous donner sont le premier, donc le fait d'utiliser les outils de gestion de sécurité intégrés au cloud. Donc, par exemple, sur AWS, c'est Security Hub, sur Azure, c'est le Security Center. Donc, ce sont des outils qui permettent de centraliser la gestion de la sécurité. Ils permettent d'obtenir un score de sécurité. Donc, ça, c'est bien de le suivre. Hein. Il paraît qu'on ne peut pas manager quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Donc là, on a quelque chose vraiment de très parlant qui peut faire l'objet d'un reporting à tous les niveaux. On a la possibilité, à travers ces outils de gestion, de suivre l'application de référentiels de durcissement. Par exemple, les plus connus sont ceux du CIS, mais par exemple sur Azure, il y a l'Azure Security Benchmark. Et ça permet aussi de gérer des choses assez simples, comme la couverture antivirale des instances ou le niveau de mise à jour. Donc ça, c'est... voilà, je dirais, il ne faut pas inventer la roue, il faut utiliser ces outils-là. Et le deuxième conseil, c'est se doter d'un SIEM. Donc le SIEM, c'est un acronyme pour Security Information and Event Management. En gros, ce sont des systèmes de centralisation de logs ++, mais je vous l'apprends peut-être pas, qui permettent de corréler plusieurs sources de données et d'identifier de l'activité malveillante en termes de sécurité. Alors, activer un SIEM, donc par exemple GuardDuty ou Sentinel, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du monde derrière quand même pour gérer les alertes. Certes, on essaye d'automatiser le plus possible, mais in fine, un SIEM sans un SOC, donc un SOC c'est le Security Operations Center, n'a pas tellement d'utilité. Moi j'ai vu des cas où un SIEM génère des alertes et il tombe sur l'équivalent de DevNull sur Linux et il n'y a personne qui y regarde. Donc ça sert à rien. Donc voilà ces deux conseils. Et pour aller plus loin, donc l'étape après le SIEM, c'est celle du SOAR, donc Security Orchestration, Automation and Response.
Je dirais c'est la famille d'outils que, en tout cas personnellement, je trouve la plus prometteuse en termes de pilotage de la sécurité. Donc j'analyse les trois acronymes. Il y a le O d'orchestration. Donc c'est la capacité d'interconnecter différents outils de sécurité, donc ce qui est déjà quelque chose qui est fait par les SIEM à la base, donc des firewalls, des IDS. Alors, petit focus sur les EDR. De par mon métier, j'ai assisté à pas mal de crises cyber, et parfois avec des ransomware qui mettent un SI à genoux, où on est obligé de restaurer les sauvegardes sur plusieurs semaines. Les entreprises qui n'ont pas d'EDR sont particulièrement vulnérables à ce type d'attaque. Donc je dirais, ça fait partie de l'hygiène informatique de se doter d'un EDR. Donc un EDR, acronyme pour Endpoint Detection and Response, est un outil qui fait partie de la famille des anti-malware, mais qui va au-delà du mécanisme traditionnel basé sur du pattern matching, du contrôle de signature. Donc, ce sont des outils capables d'analyse comportementale qui, sans se baser sur des signatures, avec des techniques heuristiques, d'IA parfois, en tout cas c'est marketé comme ça, sont capables d'identifier des menaces même inconnues auparavant. Et donc les logs des EDR peuvent très bien converger vers des systèmes de type SOAR qui centralisent et consolident les données. Donc ça, c'est la partie orchestration. La partie automatisation donc, est liée à la facilité de corréler ces différentes sources avec, encore une fois, du machine learning. Et surtout, comme on va le voir dans un instant avec Sentinel, avec l'application de playbook de réponse automatique aux incidents. Et la réponse, donc il y a plusieurs réponses possibles. Ça peut aller de la façon la plus soft, recommandation, alerting, escalade. Mais ce qui est plus prometteur, c'est la réponse en termes d'action de remédiation. Et il y a la couche reporting. Donc attention aux attentes irréalistes vis-à-vis des outils de SOAR, comme je le disais tout à l'heure. Même si l'automatisation permet de réduire le dispositif humain derrière, on ne peut pas l'annuler complètement. Donc il faut quand même provisionner des personnes pour gérer des alertes. Alors, un petit rétexte, donc au niveau de Cloud Temple, on propose une offre de SIEM, voire SOAR, basée sur Azure Sentinel. Donc c'est un outil qui est très intéressant d'un point de vue sécurité, notamment en raison de ses capacités d'automatisation. Donc par exemple, il suffit de regarder le dépôt GitHub dans lequel Microsoft met à disposition des playbooks déjà préconçus pour éviter de réinventer la roue. Donc avec des logic apps, on peut mettre en place plusieurs use cases de réponse. Donc je classerai en 3 familles principales. Donc il y a les playbooks d'enrichissement, donc ceux qui permettent, lors du déclenchement d'un incident, d'aller chercher des informations complémentaires. Donc par exemple, de géolocaliser des adresses IP ou d'aller taper sur l'API de Virus Total pour voir si une URL est considérée comme malveillante ou pas. Faire du WIS, voilà, ça c'est traditionnel. Donc ça apporte des informations complémentaires. Ça fait gagner du temps aux analystes dans cette phase de qualification des incidents. Deuxième use case, c'est l'interaction avec les outils ITSM, donc tout ce qui est ServiceNow par exemple, ou services similaires. Donc Sentinel permet de créer automatiquement, de modifier, d'attribuer des tickets. Donc ça fluidifie encore une fois le traitement. Et puis, comme je le disais, donc il y a des actions de remédiation automatique. Donc c'est ce qui est le plus intéressant. On peut, par exemple, avoir des actions de blocage d'un utilisateur qui fait déclencher des alertes en cas par exemple, de impossible travel. Donc ce sont les cas où on a des logins qui
réussis qui interviennent dans dans un laps de temps assez court, dans des localisations géographiques très éloignées. Donc ça, on considère que ce n'est pas normal. On peut désactiver en temps réel les utilisateurs. Donc là, ça fait gagner du temps. On peut bloquer des flux. On peut modifier des configurations. Et voilà, là, il y a un peu de travail de développement. Donc je parlais de Software Defined Security. De toute façon, quand il s'agit de travailler avec le cloud public, le métier classique d'ingénieur système et réseau glisse progressivement vers celui de développeur, de DevOps. Donc ça, c'est une tendance qu'on constate depuis plusieurs années. Au niveau, par exemple, de mon entreprise, on pousse les collaborateurs à se former au développement et au scripting. Donc ça, c'est très important. Donc, j'en viens à la fin. Donc, si je devais synthétiser les points que j'ai abordés. Alors, quel est le risque lié au cloud public? C'est principalement un risque qui est lié à la confidentialité des données. Alors, quelle approche on peut avoir face à ça? Alors, les trois approches, je précise, sont légitimes. Alors, il y a l'approche du refus du risque, c'est tourner vers un cloud privé, idéalement qualifié Secnum Cloud, mais ça peut être aussi de l'on-premise. Ça peut être une réduction du risque avec la mise en place du chiffrement côté client, au moins pour les données qui sont considérées comme vitales pour la survie de l'entreprise, ou on peut accepter le risque. Donc, y aller. Dans ce cas-là, il faut que, si on se place du point de vue du RSSI, il faut que le RSSI s'assure que la direction générale a bien signé, entre guillemets, comme quoi on y va. Donc, c'est un choix légitime. Encore une fois, et je connais plusieurs clients qui ont fait ce choix, et notamment se basant sur les certifications de sécurité des cloud providers qui sont librement disponibles. Ensuite, une fois qu'on a fait le choix d'aller vers le cloud public, pour résumer, utiliser la console de management de la sécurité, utiliser les outils de conformité, donc tout ce qui est par exemple Azure Policy, AWS Config et similaires, et se forcer à utiliser le moins possible l'interface graphique. Donc voilà, encore une fois, un tour d'expérience. Dans mon entreprise, le patron de la BU Cloud Public a menacé ses employés de leur couper les mains s'ils touchent à l'interface graphique. Donc, obligé de travailler avec des outils d'infrastructure code. Donc, ça peut être Terraform ou ça peut être les outils natifs du cloud, donc du CloudFormation ou ARM sous Azure. Et dernier point, c'est très prometteur d'exploiter les fonctionnalités d'automatisation et d'orchestration de la sécurité avec des outils natifs comme Azure Sentinel que je vous ai présenté, car j'ai un tour d'expérience plus direct sur celui-là. J'en viens à la fin. N'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez sur LinkedIn, ce sera avec grand plaisir. Je rappelle les contacts de CrowdTemple et un petit message. On a souvent des possibilités de recrutement, notamment dans la sécurité. C'est très tendu à ce niveau-là. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est motivé par la sécurité des univers cloud privés, donc Secnum Cloud et public, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a un peu de temps pour des questions, si vous voulez. Oui. Tu as parlé de la contrainte Cloud Act sur les fournisseurs cloud. Est-ce que tu as envisagé des fournisseurs cloud européens? Et si oui, pourquoi les pas retenus? Alors, déjà, le Cloud Act, il touche les fournisseurs cloud américains, on est bien d'accord. Donc, il y a des fournisseurs de cloud public aussi européens, comme OVH par exemple. Donc, ça, c'est un choix légitime aussi. Tu as envisagé de le faire et si tu l'as envisagé, pourquoi tu ne l'as pas retenu?
Alors, l'angle que j'ai pris dans cette conférence était de se focaliser sur le cloud public américain. Mais effectivement, il y a aussi, le cloud public, parce qu'ils ont des parts de marché plus importantes, en fait, principalement pour ça. Mais il y a des, d'ailleurs ça fait plaisir, il y a des cloud publics européens aussi, donc ça c'est une solution qui est valable aussi. Le cloud public chinois, genre Alibaba, est envisagé ou pas? Alors, là aussi, il y a une question de confiance qu'on peut avoir au niveau géopolitique. Donc, la démarche d'appréciation du risque que j'ai évoquée. C'est pareil au niveau risque ou c'est pire? Je vais rester humble, hein. C'est pas évident de répondre à cette question, hein. Chacun, il faut qu'il fasse son analyse. C'est pas évident de répondre, hein, mais le risque existe en tout cas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les solutions de type GOT que propose Azure ou GCP, c'est-à-dire un data center appartenant à une société européenne, et leur matériel et leur soft, est-ce que le Cloud Act s'applique à ces types de fournisseurs? Alors, je pense pas, mais je suis pas sûr. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je pense pas. Dans la mesure où l'infrastructure, ça s'apparente à du cloud privé. Dans ce cas-là, les fournisseurs cloud, dans ma compréhension, est plus un éditeur qu'un hébergeur. Mais je peux me tromper. Il faut que je creuse ce point-là. Merci. Bonjour et Bonjour. merci pour votre présentation. Merci. Alors, pour le contexte d'Amazon, normalement, ils ont le headquarters en Amérique, mais ils ont une filiale à Luxembourg. Est-ce que de restreindre les contrats des services seulement à Luxembourg peut être une solution pour plus permettre l'accès aux headquarters américains? Alors, j'ai tendance à dire que non, si la filiale luxembourgeoise est toujours attachée à AWS, pour moi, j'ai tendance à dire que le Cloud Act devrait s'y appliquer. Je pense que... ouais, Ok, merci. de rien. Ok, merci beaucoup.